quand vous avez appris et vous avez entendu il est condamné à 10 ans de prison, je crois que ça a été pour tout le monde une claque absolument monumentale. Je me dis 10 ans de prison, ça peut être possible, quoi. Je me suis dit, c'est énorme. 10 ans de foutu en l'air, 10 ans de sa vie. Je trouvais qu'un innocent condamné à tort, c'est ce qu'il y a de plus terrible, quoi. Ils sont deux. Deux hommes que tout oppose et pourtant ils ont un point commun. Un jour, ils ont été accusés à tort. Des histoires différentes pour une même souffrance. Pour eux, tout a commencé par un mensonge. Un mensonge qui leur a coûté plusieurs mois derrière les barreaux. Simple citoyen, Hassan Chafaï est devenu le coupable idéal dans une histoire de braquage. Pierre Royal, directeur d'école, a été condamné pour un viol qu'il n'a pas commis. Leur parcours m'interpelle et me fait me poser une question. Comment se reconstruire après une bataille contre la machine judiciaire ? Je m'appelle Pierre Royal, j'ai 52 ans. J'ai passé 10 mois dans ce trou à rats, la maison d'arrêt de Riom, suite à un procès bâclé et une erreur judiciaire. Je m'appelle Hassan Chafaï, j'ai 35 ans et j'ai été accusé à tort de braquage. Hassan, Pierre se sont retrouvés sans raison sur le banc des accusés. Une vie qui bascule un jour, injustement. Afin de prouver leur innocence, tous deux se sont battus face au système judiciaire. Hassan Chafaï, carrossier de formation, vit à Grenoble, dans cet immeuble d'un quartier populaire. Son histoire commence en août 2002. Hassan décide de partir en vacances en Espagne, des vacances durant lesquelles il va rencontrer une jeune Australienne. Ça, c'est les vacances au Baléares, quoi. Ça, c'est un mois avant aussi les faits. Donc voilà, on va dire on profite de la vie, quoi. Un peu jeune, 25 ans, on va dire un peu l'insouciance encore, chez maman, donc... Ce qu'ignore Hassan, c'est qu'au même moment, il est surveillé par la police nationale. Une fois les vacances finies, il décide de rejoindre sa petite amie à Nice pour un week-end. C'est le matin même, ça. Il devait être aux alentours de 8h30, 9h. Donc devant l'hôtel, c'est le gérant de l'hôtel qui nous avait pris en photo. J'aurais jamais pu penser à qu'il puisse m'arriver un truc comme ça, quoi. On va dire dans les films, et voilà, quoi. C'est à la télé, quoi. C'est pas dans la réalité. Il est 10h30, ce 14 août 2002, quand Hassan quitte Nice. Il arrive à Grenoble en milieu d'après-midi, ignorant qu'un braquage de banque a eu lieu pendant son voyage de retour. Je me gare, je descends de mon véhicule, je vais sur un banc. Donc en fait, j'étais facilement reconnaissable. J'avais un t-shirt bleu avec l'insigne de Superman. Il y a un service de police qui passe derrière, donc ils me reconnaissent. Ils me disent Chafaï Hassan, ils m'interpellent. Oui, c'est bien moi, je sors ma carte d'identité. Ils me disent contrôle à l'hôtel de police. Donc pas de problème, je monte dans le véhicule. On m'amène à l'hôtel de police. Donc je monte dans l'ascenseur. Et à un moment, ils ouvrent une porte et il y a un policier qui dit oui, c'est bien, c'est lui. Donc je me suis posé des questions à ce moment-là. Bon après, voilà, c'est à partir de là, tout a commencé donc. Hassan va passer 2 jours dans cet hôtel de police. 48 heures entre les interrogatoires et sa cellule où il clame son innocence. À ce moment-là, il me dit vous êtes en garde à vue pour vol à main armée, bande organisée, ou je ne sais plus le terme exact. Donc voilà, on me dit ça et on me note. Et à partir de là, commencent les interrogatoires sur 48 heures. Donc 48 heures, j'ai dû, je sais pas, peut-être 10 interrogatoires. Ils essayent de me faire avouer, quoi. Ils essaient de me faire avouer. Ils reviennent, ils me re-questionnent, ils me reposent, et depuis quand, et si. Et voilà, quoi, j'ai toujours gardé la même version, puisque voilà, c'était la vérité. Tout le long de la garde à vue, on me dit qu'il y a un policier qui m'a reconnu. Puis il m'a vu devant la banque. D'ailleurs, il me dit que je suis passé et a retiré la cagoule devant lui. Ce policier est justement sur la piste d'une bande de braqueurs depuis plusieurs mois. Il aurait reconnu en Hassan l'un des délinquants recherchés. Hassan ne le sait pas encore, mais un élément joue en sa défaveur. Peu de temps auparavant, il a acheté une voiture à l'un des braqueurs soupçonnés. C'est sûr, j'ai acheté un véhicule à mauvaise personne, donc tout de suite on me lie à cette personne, c'est que par là tout commence, quoi. Je l'achète à
personne qui est soupçonnée déjà de braquage antérieur déjà au braquage, qui est mise sous surveillance. Donc automatiquement, dès que j'achète le véhicule, les policiers me mettent sous surveillance, ils me surveillent. Un simple achat de voiture qui le relie à une bande de braqueurs qui sévit dans la région depuis des mois. Pour les policiers, l'interpellation d'un braqueur soupçonné est un soulagement. Voilà, ils étaient un peu euphoriques parce qu'ils avaient réussi à arrêter les braqueurs qui n'arrivent pas à arrêter depuis des mois, donc des petits jeunes qui faisaient des braquages dans Grenoble. Dans ce climat tendu, après 48 heures de garde à vue, Hassan Chafaï est un coupable idéal. Il est conduit devant le juge d'instruction du palais de justice de Grenoble qui va le mettre en examen. Ce juge-là dit que je suis coupable, donc voilà, vous êtes accusé de vol à main armée, je vous mets en détention. Voilà. Là, je réalise vraiment, je me dis, ça y est, je vais aller en prison, quoi. Parce que moi, tout le long, franchement, je faisais confiance, quoi. Je me rappelle, larmes aux yeux, je pleure, et je voyais le procureur qui avait le grand sourire, et je lui dis, vous verrez, vous regretterez, vous mettez un innocent en prison. Et il garde son grand sourire. Jean-Marc Florent, vous êtes avocat. Oui. On vient de le voir, Hassan Chafaï est mis en garde à vue sur le seul témoignage d'un policier. Quels sont les éléments qui permettent aux forces de l'ordre de mettre un suspect en garde à vue? Il faut en principe, en théorie, qu'il y ait un certain nombre d'éléments importants, graves, précis, concordants, qui permettent sérieusement de penser qu'une infraction peut avoir été commise par la personne que l'on va placer en garde à vue. Alors Hassan a été mis en cause par un policier. Est-ce que c'est difficile encore aujourd'hui de remettre en cause cette parole du policier? Alors ça reste difficile, parce que la place du policier dans le système judiciaire n'est pas la place de monsieur tout le monde. Sa parole a une valeur supérieure à celle du témoin lambda ou de l'accusateur lambda parce qu'il est policier. Les magistrats, notamment, ont souvent du mal à envisager que le policier ait pu mentir dans l'exercice de ses fonctions. Hassan Chafaï évoque le grand sourire du procureur. Est-ce que ça veut dire qu'en France, malgré les lois, on reste malgré tout présumé coupable? Lorsque vous avez un casier judiciaire qui est déjà important, vous avez quand même de fortes chances que le procureur ait un grand sourire, au nom de l'idée que, vu le casier, vous avez certainement récidivé. Et vous partirez quand même revêtu d'une présomption de culpabilité. Alors ce qui est naturellement très inquiétant, parce que la règle, c'est la présomption d'innocence, et ce n'est pas parce que vous avez 5, 6, 10 condamnations au casier que pour cette affaire ou des faits vous s'en reprochez, vous les avez commis. Hassan Chafaï n'avait pas de casier judiciaire, lui. Alors, il est vrai aussi que, je dirais, le passé des gens, l'histoire familiale, les origines géographiques, les origines familiales sont, souvent culturellement permettent un glissement vers une présomption de culpabilité. Hassan pense que le simple fait d'être innocent le fera sortir rapidement de prison. Mais le destin va en décider autrement. Aujourd'hui, quand Pierre Royal, 52 ans, se rend devant son ancien lycée, il reste à l'extérieur. Cet institut catholique de Clermont-Ferrand, il l'a pourtant dirigé pendant près de 15 ans. C'était ma vie, mon travail. Moi, j'arrivais ici à 7 h le matin, je repartais vers 11 h minuit. Comme il y a un internat, il fallait aussi s'en occuper, faire une présence au niveau des élèves. Donc oui, effectivement, pour moi, mon métier était ma vie, c'est clair. À l'époque, Pierre Royal est un directeur apprécié par les élèves et leurs parents. Il mène une vie sans histoire. C'est quelque chose où on n'est absolument pas préparé, surtout lorsqu'on a déjà plus d'une vingtaine d'années de direction derrière soi. On pense que ça arrive toujours aux autres, mais on ne pense pas que ça puisse nous tomber dessus. Donc c'est vrai que ça a vraiment été une vraie surprise. En février 2000, Pierre Royal, directeur d'école, est convoqué par la brigade des mineurs. Serein, il se rend au commissariat. Je ne m'inquiète pas outre mesure. Dans ma carrière et les fonctions que j'ai occupées, j'ai plusieurs fois été convoqué par la police concernant des anciens élèves ou pour des conflits familiaux. Donc j'ai envie de dire c'était pour moi un peu la routine du métier. J'arrive au commissariat et la première phrase que j'entends, c'est « Monsieur, à partir de maintenant, commence votre garde à vue ». Alors je lui dis « Comment ça, commence ma garde à vue ?»
Oui, vous êtes visé par une plainte d'une de vos anciennes élèves pour viol par personne ayant autorité. Les faits auraient eu lieu 2 ans auparavant. Une de ses anciennes élèves âgée de 15 ans l'accuse de l'avoir violée dans son bureau. Voici le récit qu'elle donne aux policiers. Mon adjointe, qui était une religieuse, était allée la chercher à l'internat pour lui dire que je voulais la voir. Et cette élève dit donc qu'elle a été violée, qu'elle est rentrée ensuite à l'internat en pleurs et que le week-end où elle est rentrée à la maison, elle a pris sa culotte, elle a tout brûlé et jeté ça dans la rivière qui passe à côté de chez elle. Pierre Royal est gardé 36 heures au commissariat. Mais il est finalement relâché. Quelques mois plus tard, faute de preuves, l'affaire est classée sans suite. Pierre Royal reprend le cours de sa vie. J'ai repris tout de suite mon travail à mon bureau et j'ai repris immédiatement le cours normal de mes activités professionnelles et personnelles. Mais 3 ans plus tard, contre toute attente, le dossier va connaître son premier rebondissement. La jeune fille, devenue majeure, va de nouveau déposer plainte. Mais cette fois-ci, le juge d'instruction va prendre très au sérieux ses accusations de viol. Un procès aura lieu en juin 2004 devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Je crois beaucoup aux institutions de mon pays, donc j'arrive à mon procès très serein, très confiant, sachant que le dossier étant totalement vide, je ne peux être qu'acquitté. Donc j'arrive, oui, avec beaucoup de sérénité. La parole de l'enfant est-elle toujours quelque chose de sacré ? Depuis le désastre d'Outreau, je dirais l'institution judiciaire est beaucoup plus prudente avec d'abord la manière dont est recueillie la parole de l'enfant et le contenu de la parole de l'enfant. On a compris qu'un enfant pouvait mentir, on a compris également que la parole de l'enfant pouvait être tout à fait polluée par des événements extérieurs, par des tiers, ou mal recueillis, c'est-à-dire interprétés de travers par des policiers ou des gendarmes ou des psychologues qui n'avaient pas suffisamment de recul, de culture et de formation pour apprécier objectivement le contenu de la parole de l'enfant. Et est-ce que les juges et les forces de l'ordre sont davantage formés pour ça ? Alors, il est clair que dans les grandes villes, notamment Paris, lorsqu'il y a des brigades des mineurs très spécialisées, il y a des enquêteurs, hommes ou femmes, qui ont reçu une formation particulièrement appropriée au recueil de la parole de l'enfant. Lorsque c'est des affaires qui tombent dans des petites villes et, je dirais, dans des brigades où il n'y a pas de personnel formé, on en est resté à la situation d'avant. La parole, elle est recueillie, elle est filmée, ce qui est un progrès, mais la manière dont elle est recueillie ou présentée ou interprétée ou retapé sur PV restera quand même assez artisanal. Comment expliquer que les crimes sexuels fassent partie des fausses accusations les plus fréquentes ? Contrairement à des affaires d'assassinat, de meurtre, de braquage, ce sont la plupart du temps des affaires où il n'y a pas de témoin. C'est-à-dire que personne, selon la formule populaire, ne tient la chandelle, et c'est parole de l'un, l'adulte, je ne l'ai pas fait, ou la personne était consentante, parole de l'autre, je n'étais pas consentante, ou il l'a fait. Bon. Et plus les faits sont éloignés du moment du jugement, où on demande des explications à l'adulte, plus c'est compliqué d'avoir des éléments objectifs. Plus d'ADN, pas de précision gynécologique, pas d'expertise. Alors après, ce sont généralement des témoignages indirects, ce sont des récits plus ou moins inventés ou réinventés ou retranscrits. Donc ça laisse une marge à l'erreur qui est beaucoup plus importante que pour des affaires de sang. Pierre Royal est persuadé que la justice va reconnaître son innocence. Mais il est loin d'imaginer l'issue de son procès. À Grenoble, le 16 août 2002, après 2 jours de garde à vue, Hassan Chafaï, qui clame toujours son innocence, est présenté devant le juge d'instruction. Reconnu formellement par le policier qui a assisté au braquage, il est placé en détention provisoire pour tentative de vol à main armée, alors qu'il n'était pas à Grenoble au moment des faits. J'avais jamais été condamné, j'avais pas de casier judiciaire, donc j'avais jamais eu affaire à la justice de cette manière-là. On va dire que ça a été quand même violent. J'arrive, même pas 3 heures après, boum, ça y est, garde à vue, 48 heures, interrogatoire, et voilà quoi. Après 48 heures, mandat de dépôt, et on se demande si c'est pas un cauchemar, un mauvais rêve, et je vais me réveiller quoi. Et pourtant, l'emprisonnement va durer plusieurs mois. Derrière les barreaux, privé de liberté, Hassan Chafaï vit mal sa détention. Mais le problème, un innocent qui est en prison, il n'a rien à se dire, c'est dû à ça, non.
qu'est-ce que je fais là? Chaque minute, chaque seconde qui passe, c'est pourquoi je suis là. Voilà quoi. Il y a jamais de pause. Il y a jamais de pause. Moi, je sais que bon voilà, c'est ma mère qui a été le plus affectée. Je sais qu'elle voilà quoi. Voir son enfant rentrer en prison en sachant déjà, même un coupable, on voit son enfant rentrer en prison, ça fait mal. Donc là, quand il est innocent et qu'en plus tout est fait pour lui faire porter le chapeau, je pense que c'est pas mesurable. C'est un truc, voilà, voilà. Pour moi, ma mère a plus du mal intérieurement que moi. Ça, je suis persuadé parce que je connais ma mère, donc je sais comment elle est, à quel point elle tient à nous, et ça, ouais, ça m'a... C'est vrai que ça me faisait... C'est pour ça que j'ai toujours voulu garder le sourire devant elle, voilà. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu, je sais pas, il n'y aurait pas eu ma famille, il n'y aurait pas eu ma mère, j'aurais peut-être lâché prise et j'aurais... Voilà quoi, je sais pas ce qui se serait passé. En fait, j'ai toujours essayé d'être positif, de garder le sourire. Tenir bon, grâce à sa mère, mais aussi grâce à Ahmed, son ami d'enfance. Ils se connaissent depuis la maternelle. Ils ont grandi ensemble dans le quartier des Tessères à Grenoble. Ahmed, comme de nombreux proches, va très mal vivre cette injustice. Ce n'est pas exagéré de vous dire que c'est dur, hein. C'est de voir quelqu'un qui est incarcéré, mais de se sentir impuissant, mais totalement impuissant, de se dire qu'on sait qu'ils n'ont pas de preuves pour ce qu'ils lui reprochent. On sait qu'ils n'ont pas de preuves parce que ce n'est pas lui. Et les choses, elles ne changent pas. Je vous dis, au bout d'un moment, on finit même par se dire, ils vont peut-être jamais le lâcher. Ils vont peut-être jamais le lâcher. Cette injustice, nous, on la vit indirectement, on la vit très mal. Mais j'ose imaginer Hassen qu'il la vit vraiment directement. Il est enfermé entre 4 murs. On lui dit quand se laver, on lui dit quand sortir, on lui dit quand manger. Je veux bien, moi, ces règles. Mais quand on est responsable de quelque chose, quand on a fait quelque chose, voilà, c'est payer sa dette. Petit à petit, Ahmed va voir son ami changer, se renfermer face à cette épreuve. Il y a un Hassen avant l'affaire et un Hassen après l'affaire. Donc qui a perdu une part de jovialité qu'il y avait en lui, psychologiquement, et des fois il y a des impacts qui sont plus profonds qu'on ne le pense. C'est ce qui a été choquant en fait, qu'on ait permis d'incarcérer quelqu'un sans aucune preuve pour des faits aussi graves. La présomption d'innocence, là, elle a été inexistante. Au bout de 4 mois de détention, Hassan va changer de prison. Et le sort va s'acharner contre lui. Lors de la promenade, il va tomber nez à nez avec celui qu'il pense être le véritable coupable, incarcéré pour une autre affaire. Et là, je me retrouve avec le braqueur avec qui on m'aurait confondu. Donc là, c'est le... Parce que bon, sur Grenoble, tout le monde savait c'était qui. Donc là-dessus, il n'y avait pas de doute. À un moment, je vais lui parler. Je lui demande s'il peut avouer pour me sortir de la merde. Je lui dis, moi, j'ai rien à voir, tu sais très bien. Je lui dis, c'est toi qui l'as fait, tout le monde le sait dans Grenoble, donc il habite... C'est un quartier, on se connaît un peu tous, les jeunes, tout ça, quoi. Moi, il dit non. Bon, on se recroise plus. Et je me rappelle que j'avais cette image, j'étais en cellule, et je le voyais, lui, en promenade, qui souriait, parce qu'on n'était pas dans le même étage. Donc il souriait, tout ça, bon, voilà. Entre la différence entre quelqu'un qui a fait... Il peut garder le sourire, et moi, je n'avais pas le sourire. Jean-Pierre Amiot, vous êtes psychiatre, Oui. Vous avez été interne à la prison de Fresnes. Est-ce qu'on peut se sentir coupable ou éprouver de la culpabilité alors même qu'on est innocent? Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, je pense même que c'est un très gros obstacle à l'élaboration de la vérité, bien sûr. Ça s'est déjà vu, c'est un processus qui peut arriver. On peut reconnaître des choses alors qu'on est innocent. Tout à fait. Ah oui, ça me semble. Comment on l'explique? Parce que je pense que la culpabilité est quelque chose de très profond et dont on a bien du mal à rendre compte chez nos patients. Et c'est fréquent pour obtenir des aveux de jouer sur la culpabilité des gens? Je pense qu'effectivement, des interrogatoires bien menés peuvent mener à des aveux qui ne tiennent pas debout. On a du mal à imaginer ce que représente la mise en détention, qui plus est pour une personne innocente. On se demande ce qui permet de tenir à ce moment-là. Je pense que c'est le sentiment de révolte
et puis les perspectives qu'on peut entrevoir de sortir de là ou de se sortir de là. Paradoxalement, le sentiment d'injustice peut-il être une force ? Oui, et puis je pense qu'il faut l'accepter parce que c'est ça qui permet aux gens justement d'aller faire le point, d'aller prouver le contraire, de se faire aider. Non, c'est un élément de la vie. Le moral d'Hassan est au plus bas. Il ne voit pas d'issue à sa détention. Mais son histoire va connaître un rebondissement inespéré. C'est toujours aussi vert et c'est toujours aussi beau chez vous. En avril 2004, Pierre Royal s'apprête à être jugé pour viol. Aujourd'hui, il rend visite à ses amis, Henriette et Pierre Lafont-le-Fonjoie. Ils ont été témoins de ce procès et sont parmi ses plus fervents soutiens. Des parents d'élèves présents dès le début de l'affaire. T'as clôturé ton jardin, ça y est ? La veille du procès, on a encore mangé ensemble au resto, oui, je me souviens, manger des fruits de mer. Ouais, ça, c'était en se disant, bon... je me rappelle, j'avais fait une remarque à Henriette en lui disant, si ça se trouve, c'est le dernier plateau de fruits de mer que je mange, tu te rappelles ? Ouais. Et elle avait dit, mais arrête, ne raconte pas des bêtises, tu sais très bien ce qu'il en est, mais non, dans 3 jours. Et puis tu me disais, on se retrouvera pour refaire encore un plateau de fruits de mer, etc. La claque a été d'autant plus grande à l'énoncé du verdict, à Riom. Un verdict qui tombe après 3 jours d'un procès mené au pas de charge. Les plaidoiries durent jusqu'à 5 heures du matin. Une justice qui a choqué le président de son comité de soutien. J'ai vu les jurés dormir, les assesseurs dormir pendant les plaidoiries de ton avocat. C'est le seul métier où on accepte on prend des décisions aussi importantes pour la vie de gens à 3-4 heures du matin. Comment ça se fait, ça ? C'est pas possible, il n'y a pas d'autre métier où on fait ça. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que les jurys ont tout entendu, tout écouté, tout compris ? C'est pas possible, c'est pas possible. Après 3 jours d'audience, le jury se retire pour délibérer et le verdict va être un véritable choc. Et à 5h30 du matin, je reviens donc cette fois-ci dans le box et je m'entends dire par le président, Pierre Royal est-il coupable du viol ? La réponse est oui. Et je suis condamné à 10 ans de prison. Et là, c'est un monde complet qui s'écroule autour de moi. Je me lève, je dis au président, mais c'est une erreur judiciaire que vous êtes en train de commettre, ce n'est qu'une erreur de plus, je suis innocent, vous n'avez aucune preuve dans ce dossier, comment osez-vous me condamner ? Et là, on me retire dans une petite pièce, on me passe les menottes, et à travers le souterrain, on m'amène à la maison d'arrêt. Pierre Royal s'apprête à passer sa première nuit en prison. Incarcéré depuis 4 mois en détention provisoire, Hassan Chafaï tente par tous les moyens de prouver son innocence. Il multiplie les courriers au juge qui instruit son affaire. C'est mon brouillon ou les lettres que j'envoie au juge d'instruction pour essayer de prouver mon innocence. Madame le juge, je vous écris ce courrier pour vous demander si vous pourriez faire les démarches suivantes. Avoir aussi une confrontation avec tous les témoins et employés de la banque. Des lettres qui vont rester sans réponse jusqu'à la nomination d'une nouvelle juge d'instruction fin 2002. Elle va jouer un rôle déterminant dans le dossier. Hassan a gardé de bons contacts avec elle. Il la retrouve aujourd'hui pour parler de l'affaire. Lorsque j'arrive donc en septembre 2002 à l'instruction au tribunal de Grenoble, il y a eu toute une série de braquages assez violents qui se sont passés au cours de l'été, au cours du printemps. Et donc il y a un climat, les auteurs n'ont pas forcément été interpellés, les auteurs de ces braquages. Et il y a un climat de tension qui règne, aussi bien au sein des services de police que au sein du tribunal, parce qu'effectivement, les uns et les autres cherchent à arrêter cette série de braquages qui sont souvent, encore une fois, violents, qui se passent en plein jour, en plein centre-ville. C'est un petit peu ça le climat en septembre 2002. Un mois plus tard, elle prend connaissance du dossier d'Hassan Chafaï. Et plusieurs points vont retenir son attention.
Dès le début, il y a des éléments qui m'interpellent, des éléments sur l'implication supposée d'Hassan Chafai. Hassan Chafai n'est pas connu ni des services de police, ni de la justice, puisqu'il n'a jamais été condamné, et que les faits qu'on lui reproche à ce moment-là sont quand même des faits très graves, des faits de casse à la voiture bélier, qui supposent un certain entraînement, qui supposent une certaine habitude de la criminalité, ce qui n'est absolument pas démontré pour Hassan Chafai. Dans ce dossier-là, à aucun moment on ne démontre que Hassan Chafai connaît les deux autres qui sont mis en cause. À aucun moment on ne démontre qu'il y a eu des contacts la veille ou les jours précédents entre ces deux personnes qui, elles, sont impliquées de façon formelle dans ce dossier. Lorsqu'on prépare des faits pareils, on se concerte auparavant. On se concerte, soit on se voit, soit on se téléphone. Et là, on ne démontre pas qu'Hassan Chafai était en contact avec les deux autres personnes, ni même qu'il les connaissait. Elle le convoque alors dans son bureau. L'interrogatoire va durer une journée entière. Je l'interroge notamment sur tous ces éléments-là. Je l'interroge à ce moment-là, je dirais, dans la plénitude de mon métier, à charge et à décharge. C'est-à-dire que lorsqu'il me dit quelque chose, je ne me dis pas, il nous raconte des bêtises, je me dis pourquoi pas. Et ce pourquoi pas-là, je le transforme ensuite en question. Et cet interrogatoire-là a été, il a duré 8 heures, je crois. On a tout balayé, absolument tout balayé. Je suis revenue plusieurs fois sur de nombreux éléments pour me faire un petit peu une conviction. Et lorsqu'il quitte mon cabinet ce jour-là, il ferme la porte et je me souviens très bien que je me suis tournée vers ma greffière en lui disant « Hassan Chafai est innocent ». Une intime conviction qu'il faut maintenant prouver. En parallèle, l'avocat d'Hassan Chafai fait pour la 4e fois une demande de remise en liberté. Elle est accordée le 16 janvier 2003. Après 5 mois de détention, il est libéré sous certaines conditions. Je sors de prison sous contrôle judiciaire, donc je vais passer tous les jours à l'hôtel de police. Voilà quoi, à l'hôtel de police de Grenoble, donc où il y a les policiers qui font l'enquête. Moi, c'était très contraignant en fait d'aller tous les jours. C'était dur, hein. Bon, c'est sûr que c'est mieux que d'être en détention, mais le truc c'est qu'on y pense tous les jours. On y pense tous les jours, il n'y a pas un truc on souffle, quoi. On se dit, bon, c'est derrière. Un an après sa libération, en novembre 2004, le juge d'instruction va avoir assez de preuves pour déclarer un non-lieu pour Hassan. Elle met alors en examen le véritable braqueur. Pendant 1 an, celui-ci va nier les faits, laissant planer le doute sur la culpabilité d'Hassan. Jusqu'au procès du braqueur en novembre 2005. Mais le jour du tribunal, revirement de situation, il avoue les faits. Donc il dit oui, c'est moi. La plus grande joie, ça a été à ce moment-là, au moment où il a avoué, là, il y avait, voilà, quoi, il n'y avait plus de doute possible. Hassan est enfin lavé de tout soupçon. Une satisfaction pour lui, mais aussi pour Marie Lormas. Après ça, tous les ans, il m'a envoyé une carte, et il me l'a portée d'ailleurs, hein, une carte de bonne année. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a porté et qui continue à me porter dans l'exercice de mon métier, parce qu'il n'est pas toujours facile, ce métier. On fait ce métier-là pour les gens qu'on a devant nous, les justiciables, ceux qui ont affaire à la justice. Et c'est bien d'avoir de temps en temps des soutiens comme ça, de savoir que voilà, c'est une belle satisfaction, c'est vrai, c'est une belle satisfaction pour moi. Bertrand Girin, vous êtes spécialiste de la réputation numérique, autrement dit de notre réputation sur Internet. Pour parler clairement, on peut être innocenté par la justice, mais rester condamné sur Internet. Tout à fait. En fait, Internet est aujourd'hui une mémoire sans fin. Les moteurs de recherche ont horreur du vide, donc ils trouvent des informations sur vous, et surtout, ils n'oublient rien. Donc vous pouvez vous traînez un boulet numérique au pied, même si vous êtes innocenté dans la vie réelle. Mais ça veut dire que ces informations ne seront jamais effacées. J'ai été accusé à tort, j'ai fait la une des journaux, ça restera toujours sur Internet. Alors, on a fait éventuellement la une des journaux à un moment. Les journaux, ils disparaissent. Mais Internet, ça reste. Oui. Et les moteurs de recherche, ça reste. Donc on peut avoir ce problème en fait, d'informations négatives qui
perdu, en fait. Et c'est là où ça pose problème. Il peut y avoir des recours juridiques, et là c'est le rôle des avocats. Et heureusement, donc, il y a un encadrement par la loi dans les cas de diffamation, de dénigrement. Donc aujourd'hui, la loi permet de faire des choses. Ça veut dire quand même que techniquement, on peut quand même effacer avec l'avocat, avec les procédures, etc. Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas demander à un moteur de recherche d'effacer si vous n'avez pas une requête, en fait. Parce qu'un moteur de recherche, sa défense, c'est dire c'est tout automatique, donc je ne vais pas faire quelque chose de spécial pour vous, sauf si la justice me le demande. Après l'épreuve traumatisante de la prison, comment Hassan va-t-il se reconstruire ? Lors d'un procès qui a duré 3 jours, Pierre Royal, accusé de viol, est condamné à 10 ans de prison, à une voix près. Au mois d'avril 2004, il est incarcéré. C'est un choc violent pour ce fils de militaire. Je vais découvrir un monde dont je ne soupçonnais mais absolument pas l'existence. D'abord, je suis estomaqué de voir la saleté, la décrépitude de la prison. Je suis placé avec des criminels, des gens qui ont commis des assassinats, je suis placé avec des violeurs, je suis placé avec des dealers, enfin un monde complètement étranger pour moi. Une telle misère, on ne peut pas imaginer ce genre de choses. Sans compter que beaucoup de mes co-détenus relèvent plus de l'hôpital psychiatrique que réellement de la prison. Enfermé, Pierre Royal va vivre un moment d'effroi lorsque des prisonniers mettent le feu dans leurs cellules. Je vais connaître une mutinerie dans la maison d'arrêt. Donc ça se passe un soir et c'est une cellule au-dessous de la mienne qui casse tout, qui met le feu à la cellule. Donc intervention des pompiers, je vois de la fumée de partout, nous sommes enfermés. Je vois mes dernières heures arriver en me disant c'est pas possible, je vais mourir dans un incendie dans la prison alors que je suis totalement innocent. Pour tenir en prison, Pierre Royal va alors se réfugier dans l'écriture. Chez lui, il a tout gardé, tout classé dans ses placards. Des milliers de lettres reçues pendant sa détention. Et ici, ce sont de nouveau les lettres des anciens élèves qui sont toutes triées et que nous avons ici. Donc là, on est à la lettre 450, on peut monter, on en a plusieurs milliers comme ça. Au total, j'ai reçu un peu plus de 4000 lettres en détention, en 10 mois de détention. Des marques d'affection qui vont le toucher. Surtout les lettres de son père, un homme d'ordinaire très réservé. Ici, j'ai une lettre de mon papa. Tu as vraiment des amis sacrés et de quelle qualité. Je suis fier de toi pour cela, mon fils. Je pense à toi chaque jour. Je t'aime, papa. Il a fallu que j'attende 40 ans et d'être en prison pour que mon père, pour la première fois, puisse m'écrire « Je t'aime ». Nous prions spécialement la Vierge Marie à ton intention en ce 15 août. Je l'ai aussi recommandé à Blandine qui part demain à Lourdes comme bénévole. Nous t'aimons et t'embrassons de tout notre cœur, papa et maman. C'est très touchant. Et vous voyez, je suis en train de reprendre ces lettres il y a quelques années que je ne les ai pas lues et je me rends compte qu'il y a des tas de personnes, etc. On n'oublie pas, mais c'est toujours aussi poignant, y compris avec le nombre d'années qui sont passées, de reprendre et de relire ça. Et vous pouvez regarder, hein, vous en avez ici, si on sort, vous en avez là, vous en avez là, vous en avez là, vous en avez là, enfin, tout ça c'est que des lettres. Parmi les milliers de lettres, celle d'une ancienne élève avec qui il est toujours en contact. Ça, c'est une ancienne élève. Je viens d'avoir mon bac. Si j'ai réussi à faire ce que je veux, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Je me doute que ça doit être très dur pour vous, mais vous avez mon soutien sincère qui n'a pas changé depuis le début de cette affaire. Amitié et courage, Ludivine. J'en ai une autre. Veuillez recevoir mes sincères amitiés. Je vous embrasse très affectueusement. Aujourd'hui, Pierre se rend à quelques minutes de Clermont-Ferrand. Il va rendre visite à Ludivine. Bonjour. Ça va, Ludivine? Et toi? Ça va. C'est ici qu'habite son ancienne élève. À 18 ans, elle a été marquée par cette affaire. Elle se souvient très bien de l'énoncé du verdict. Quand vous avez appris, vous avez entendu, il est condamné à 10 ans de prison, je crois que ça a été pour tout le monde une claque absolument monumentale. Je me dis 10 ans de prison, ça peut être possible, quoi. Je me suis dit, c'est énorme. 10 ans de foutu en l'air, 10 ans de sa vie. Je trouvais qu'un innocent condamné à tort,
ce qu'il y a de plus terrible, quoi. Durant toute la détention de Pierre Royal, ils vont s'échanger du courrier, se soutenant mutuellement. Ma chère Ludivine, quel bonheur et quelle joie de recevoir votre carte. Je suis touchée, émue par votre confiance et votre fidélité. J'ai eu fin juin les résultats du bac sur le journal. J'ai été bouleversée de joie par votre belle réussite au baccalauréat. Et du premier coup, je n'ai qu'un mot, bravo. Nous fêterons tout cela dès ma sortie de prison. Que vous dire sur cette situation ? La folie des hommes, le mensonge, la trahison. Voilà ce que je retiens de ce procès inique et d'un verdict révoltant et scandaleux. Grâce à cette correspondance, Pierre Royal va tenir bon. Bien décidé à se battre, il fait appel de son premier jugement. Pierre Royal est incarcéré depuis 10 mois. Cette fois-ci, conscient de l'enjeu et bien déterminé à gagner, il va préparer son procès en appel. Il prend de nouveaux avocats et rassemble tous les témoins en sa faveur. Ce procès va être quelque chose d'exceptionnel. Ça va être un peu le procès du siècle pour la cour d'assises du Cantal, où on voit des tas d'avocats de barreau d'Aurillac qui viennent pendant les audiences. La salle d'audience est pleine. Chez des anciens élèves qui viennent, qui n'ont pas les moyens de dormir à l'hôtel, qui dorment dans les voitures, dans les duvets, pour pouvoir être là pendant les audiences. Voilà, c'est vraiment un procès fou. Les auditions s'enchaînent. Jusqu'au 3e jour, quand un des témoins fait une révélation qui va changer le cours du procès. Il va y avoir ensuite l'audition d'un ancien petit ami de la soi-disant victime qui va venir en disant « écoutez, elle n'a pas pu être violée parce que moi j'ai couché avec elle 2 ans après qu'elle ait quitté l'établissement et elle était vierge, c'est moi qui l'ai déflorée ». Stupéfaction dans la salle, la présidente lui dit « mais enfin pourquoi vous n'avez pas expliqué ça au procès de Riom ?» Ah madame, tout le monde était tellement persuadé qu'il serait acquitté que j'ai pas voulu vous dire que c'était une menteuse. Après 7 jours d'audience, le jury se retire. Et le verdict tombe. Et là, la présidente dit, à la question « Pierre Royal est-il coupable ?», à l'unanimité, le jury dit non. Pierre Royal est donc libre, j'ordonne immédiatement sa libération. Et là, c'est un silence de mort dans la salle. Tout le monde pleure. À la sortie de mon comité de soutien, dans la salle des pas perdus de la cour d'assises, tout le monde se congratule. Je suis acquitté à l'unanimité. Pierre Royal est innocenté, mais il veut maintenant laver son honneur. Il va attaquer la France pour dysfonctionnement du service public de la justice. Et en 2007, fait exceptionnel, il va obtenir la condamnation de l'État à lui payer 65 000 €. C'est une belle revanche. C'est voilà l'infamie de ce procès, ma condamnation scandaleuse est lavée. Un tribunal français dit que cette condamnation est totalement injuste et illégale, que mes droits n'ont pas été respectés. Elle efface complètement, c'est en même temps pour moi un vrai soulagement parce que finalement cette condamnation n'existe plus. Jean-Marc Florent, vous avez été l'un des avocats de Pierre Royal. Vous êtes arrivé tard dans son dossier. Est-ce que vous avez été surpris lorsque vous avez entendu parler de son affaire ? Quand j'ai repris le dossier pour m'occuper au nom de Pierre Royal de faire condamner l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice, j'ai été effectivement très surpris du parti pris dont il avait été victime de la part d'institutions judiciaires jusqu'à ce qu'il soit acquitté par la cour d'assises d'appel. À cause de son nom, ses origines ? Il a été victime d'un préjugé de classe. Il appartient à une classe supérieure, Pierre Royal. C'est le cousin de C'est le cousin Ségolène germain de notre ancien ministre Ségolène Royal. Peut-être que l'institution ne s'en est pas rendu compte, mais à la lecture du dossier, c'est évident qu'on lui a déjà fait payer le nom qu'il portait et la famille qui était la sienne, de manière particulièrement injuste. Et là, on le voit avec Pierre Royal d'un côté, Hassan Chafaï de l'autre. Oui, qui ne sont pas du même milieu. Qui ne sont pas du même milieu. Qui n'ont pas le même âge. La faute, l'erreur judiciaire peut toucher tout le monde. Oui, parce que vous avez un nom célèbre, parce que vous êtes d'une famille qui appartient à l'élite de la nation, ou au contraire parce que vous êtes d'un milieu très modeste, ou parce que vous avez une vie personnelle qui n'est pas, je dirais, celle de tout le monde, ou une profession différente, ou une croyance différente, ou une sexualité différente, ou des origines raciales qui ne sont pas celles de la majorité du pays. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté quand même roulette russe qui était extrêmement inquiétant dans la chaîne pénale.
Vous dites quelque chose d'intéressant, vous dites qu'on est plus sensibilité à l'injustice quand on vient d'un milieu défavorisé, d'une minorité. D'une minorité, parce que je crois que vous savez déjà au quotidien ce que c'est que la discrimination, quelle qu'elle soit, sexuelle, religieuse, ethnique, raciale, bon. Vous le savez d'emblée, donc vous êtes peut-être plus vigilant. Alors vous savez que vous avez déjà eu quelques soucis, je dirais, de discrimination, vous serez déjà plus méfiant vis-à-vis de l'institution. À partir de là, vous aurez certainement plutôt les bons réflexes de réaction. Accusé pour un délit qu'il n'a pas commis, sur le seul témoignage d'un policier, emprisonné à tort pendant 5 mois, Hassan ne percevra que 15 000 € au titre de la réparation de son préjudice. Cela couvrira à peine ce qu'il a dépensé en frais d'avocat. Aujourd'hui, il porte un regard amer sur la justice. Moi, j'en veux... On va dire, il y a plein de personnes. Il y a le premier procureur qui avait ce grand sourire. Autant, en fait, les personnes qui avaient envie de voir, d'être justes, ont vu mon innocence. Et les personnes qui avaient leurs idées préconçues, ils n'ont même pas essayé de regarder. Voilà, quoi. Il y a le témoignage d'un policier et les preuves que tu as, ça coûte ça. Tes preuves matérielles, on ne les met même pas limite dans le dossier. Sa reconnaissance visuelle, formelle, ça, elle n'est pas remise en cause. On partage avec qui ? Aujourd'hui, c'est sur les montagnes dominant Grenoble qu'Hassan aime se promener les week-ends avec son fils. Depuis la naissance de Mohamed, il y a 3 ans, la vie d'Hassan a pris un nouveau tournant. On va dire que mon fils il m'a redonné le sourire. On va dire que j'ai perdu une partie de moi avec cette épreuve-là et j'ai trouvé une autre partie de moi avec mon fils qui m'a redonné un peu goût à la vie, même si je ne l'avais pas perdu totalement. Regarde comme ça bouge la fumée, les nuages. T'as vu comment ils bougent ? Regarde. L'ancien directeur d'école a quitté le monde scolaire. À 52 ans, il se reconstruit lentement. Ça m'a donné une vision de la vie d'un optimisme incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, les épreuves quotidiennes de la vie peuvent apporter. Vous savez, la vie, c'est une vallée de larmes, mais c'est d'abord et avant tout une vallée de roses. Et j'ai essayé toujours d'en garder finalement le côté de la vallée de la rose.